Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Jour de fête au Tchad, ce 11 août représente le 58e anniversaire de son indépendance. En prélude, le chef de l'État Idriss Déby Itno a fait le bilan politique et économique du pays dans un discours à la nation ce 10 août. Autre célébration, celle de la journée africaine de la décentralisation et du développement local en République démocratique du Congo. Son thème, lutte contre la corruption au niveau local, une voie durable pour transformer l'Afrique à partir de ses territoires. Et puis en Côte d'Ivoire, la décision du chef de l'État, Alassane Ouattara, d'amnistier 800 prisonniers de la crise post-électorale de 2010-2011 est vue par certains citoyens comme l'occasion de promouvoir la cohésion sociale. 1960-2018, le Tchad célèbre ce 11 août le 58e anniversaire de son indépendance. Comme il est de coutume, le défilé militaire sera organisé. Cette année, la fête de l'indépendance se déroule dans un contexte difficile, tant sur le plan politique qu'économique. Écoutons le discours à la nation du président Idriss Déby Itno. La nouvelle architecture institutionnelle se met en place. Mais je dois reconnaître que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur du monde. Nous évoluons dans un contexte économique et social particulièrement difficile. Depuis 5 ans, l'économie nationale a pris un sacré coup sous l'effet conjugué de la volatilité des cours du brut, du terrorisme et de l'insécurité. À ces facteurs qui ont mis à rude épreuve nos programmes de développement, s'est ajoutée la dette de Glencore, qui est tout aussi assommante. Il est évident que dans ce contexte, il faut être suffisamment lucide, développer son ingéniosité et surtout être apte à consentir le sacrifice suprême pour éviter que la nation ne sombre dans l'abîme. Transformer l'Afrique à partir de ses territoires, c'est l'ambition de la journée africaine de la décentralisation et du développement local en République démocratique du Congo. Elle s'est déroulée ce 10 août avec pour thème la lutte contre la corruption au niveau local. Le pays a mis en place une expérience de développement depuis 2015 avec le découpage territorial. Il est passé de 11 à 26 provinces. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Développement par la base, c'est ce que prône la République démocratique du Congo. La décentralisation, consacrée par la Constitution promulguée en 2006, a été mise en application en 2015. Par les découpages territoriaux, le pays est passé de 11 à 26 provinces. Les fruits de la décentralisation sont visibles dans quelques provinces. Cependant, plusieurs défis, notamment la corruption, affectent son développement. Nous n'avons pas de bons soins de santé de haute qualité. C'est à cause de la corruption. Si nous n'avons pas de ponts sur des rivières ou des routes, et ainsi de suite, c'est la corruption. C'est pour ça que nous avons engagé la réflexion pour dire qu'il faut la combattre. Avec une décentralisation bien pensée, le développement est très rapide, estiment les observateurs. Cependant, la force de la décentralisation réside par ailleurs dans la capacité de l'entité décentralisée à maximiser ses recettes. Un exercice qui implique aussi la diversification de l'économie nationale. Le leitmotiv de la décentralisation, c'est de créer des richesses à la base, changer la mentalité et la culture pour que partout sur le territoire national, les gens apprennent à payer des taxes, des impôts et des redevances. La République démocratique du Congo a célébré ce 10 août la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Une journée d'échange a été organisée le jeudi 9 août par le ministère congolais de la décentralisation avec comme thème « Lutte contre la corruption au niveau local, une voie durable pour transformer l'Afrique à partir de ses territoires ». À Madagascar, plus que quelques heures avant la proclamation officielle par le parti présidentiel HVM de son candidat à la prochaine élection présidentielle et du nom du futur président du parti. Selon plusieurs membres du parti HVM, le chef de l'État sortant devrait être le candidat du parti au pouvoir et à sa propre succession au sein du parti. Regardez ce sujet de la rédaction.
À Madagascar, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle, le parti présidentiel HVM a entamé son congrès national ce 10 août dans la ville d'Antsiranana pour une durée de 2 jours. L'objectif, désigner son candidat à la prochaine présidentielle. Le nom du prochain président du parti sera également dévoilé au cours de ce congrès. Il y a fort à parier que l'actuel président soit désigné dans ces congrès comme les candidats de son parti à l'élection présidentielle. Il suffit de regarder toutes les péripéties qu'il y a eu. Et le congrès est organisé dans ce sens pour légaliser et légitimer auprès de sa candidature à l'élection présidentielle. Selon plusiers membres du HVM, Eraza Narimampian devrait sans aucun doute être le candidat du parti au pouvoir et à sa propre succession, alors que le parti présidentiel semble divisé avec le départ de certains cadres du parti, dont Paul Rabari ou encore Narsson Rafidimanan. La scène politique malgache est une scène très vivace. Le président a intérêt, pour gouverner en paix, d'avoir derrière lui un parti soudé, un parti solide, parce que l'opposition en face ne lui donnera pas, disons, ne lui fera pas des cadeaux. Parmi les poids lourds de l'opposition politique malgache, le parti Freedom, qui a officialisé le jeudi 9 août son soutien à la candidature de l'ancien président de la transition, Ange Rajoelina. Pour les responsables du parti, il est le seul candidat à disposer d'une vision claire et d'un programme politique qui donne la priorité à la résolution des problèmes sociaux. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris des mesures en faveur de la réconciliation nationale avec l'amnistie de 800 personnes. La libération de l'ex-première dame Simone Gbagbo est un fait marquant de cette amnistie qui a été globalement bien accueillie. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le 6 août, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a amnistié 800 prisonniers de la crise post-électorale de 2010-2011. Une décision considérée comme un geste pour la réconciliation nationale et qui permet également un éventuel retour des exilés. Parmi les bénéficiaires de l'amnistie figure Mme Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo. Je rends grâce à l'Éternel pour cette libération qui va aider tout un chacun dans cette nation de Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes tous des enfants du père Félix Faure-Boigny. C'est vraiment un grand pas que nous partons vraiment dans la paix et dans la réconciliation aussi. Vraiment, je félicite son courage qu'il a eu et je félicite aussi tous les membres des autres partis des autres pays. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme se sont opposées à l'amnistie du fait qu'elle favorise l'impunité. Mais pour certains Ivoiriens, il faut dépasser ce débat et promouvoir désormais la cohésion sociale. Ce n'est pas l'impunité en tant que telle, puisqu'il y a eu aussi des auteurs qui sont pour le moment incarcérés, c'est-à-dire les auteurs militaires. Ce n'est pas des prérogatives de l'État. C'est le président de la République qui a ce droit-là de libérer qui il veut. Il faut toujours laisser tomber. On doit passer à autre chose parce qu'on ne peut pas continuer à toujours penser qu'il y a des victimes. À chaque fois, il y a eu des victimes dans les deux camps. Il y a eu des victimes dans ce camp, il y a eu des victimes dans l'autre camp. Donc il faut pardonner et passer à autre chose. Le pardon va engendrer beaucoup de bonnes choses dans le pays. À noter que les militaires détenus après la crise post-électorale de 2010-2011 ne sont pas concernés par l'amnistie prise par le président Alassane Ouattara. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, a débloqué 200 millions de dollars pour soutenir le projet d'investissement de la société égyptienne de pétrole. Dotée d'une capacité de 100 000 barils par jour, la raffinerie égyptienne envisage d'améliorer ses capacités d'ici à 2020 pour atteindre 160 barils par jour. Ibrahima Djoumaba. Le projet d'investissement de la société égyptienne du pétrole a bénéficié d'un appui de 200 millions de dollars de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Objectif, améliorer les capacités de production de la raffinerie de Midor d'ici à 2020. Vous savez que l'énergie est aussi le carburant, ce que ça permet d'avoir et de produire sont des éléments essentiels pour faire tourner l'économie, les hydrocarbures. Donc l'économie égyptienne pourrait bénéficier d'une dynamique nouvelle. Cette ligne de financement, actée le 1er août 2018 au Caire, permettra à la société égyptienne du pétrole de faire passer la production de son unité de raffinage de 100 000 barils par jour actuellement à 160 000 barils par jour d'ici 2020. Si l'augmentation de la production est distribuée comme il faut dans les circuits, l'économie tourne. Et ça permet éventuellement à l'État de percevoir des taxes, des recettes et d'entrer dans ses plans et ses prévisions. C'est quelque chose d'assez important pour l'État et le budget de l'État. Tout comme aussi
la dynamique complète d'ensemble de l'économie égyptienne. Afreximbank a débloqué cet appui dans le cadre de son plan stratégique quinquennal dénommé Impact 2021 Afrique transformée. Avec près de 37 millions de barils de pétrole produits en 2017 à la Midor, la Société égyptienne du pétrole prévoit de devenir un centre régional d'exportation de produits pétroliers vers la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.